Mardi 3 juillet, bonjour à tous, merci de votre présence. Le Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra, a reçu en audience hier matin le directeur du département Afrique des affaires politiques des Nations Unies. Joao Wanda est venu s'enquérir de la situation qui vit notre pays. Il est venu voir également comment affiner l'assistance que les Nations Unies apportent dans la résolution de problèmes actuels du Mali. Il était accompagné du coordinateur résident du système des Nations Unies, Aurélien Agbenossi, que nous écoutons au micro de Daouda Sidiki Diarra. J'ai accompagné le directeur du département qui s'occupe de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au département des affaires politiques des Nations Unies à New York, qui vient de prendre ses fonctions, rencontrer le Premier ministre pour s'enquérir de la situation et pour voir comment nous pouvons affiner l'assistance que les Nations Unies apportent dans la résolution de la crise que connaît ce pays. M. Joao Wanda s'occupe au département des affaires politiques, parce qu'il y a une dimension politique dans cette crise qui est gérée entre le secrétaire général et les institutions sous-régionales et régionales, parce que telle est la doctrine. Nous travaillons avec les institutions sous-régionales et régionales, mais il est important, quand un collaborateur du secrétaire général, il vient s'enquérir des spécificités, de certaines complexités qu'il a besoin d'obtenir pour pouvoir mieux informer le secrétaire général, puisque notre canal d'information doit être diversifié. Mais la crise, elle a plusieurs dimensions. Il y a la dimension humanitaire, et un appel consolidé a été lancé dernièrement et est en cours. Il y a tout le travail qu'on fait dans la transition, l'appui à la transition. Il y a le travail d'appui aux activités dans la partie du Mali qui est encore vitale. Tout ça démontre la complexité d'une situation dans laquelle il faut que les diverses branches qui constituent les Nations Unies viennent parler avec le Premier ministre. Il nous a donné un éclairage très positif de ce qui se passe ici, mais aussi préoccupant. Et je crois que la mission qui est venue de New York va tenir compte de tout cela pour que le secrétaire général soit informé, pour que notre action ici gagne en efficacité et en pertinence. La 36e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO se tient en ce moment à Saint-Pétersbourg, en Russie. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme est revenu largement sur le dossier de destruction des mausolées de Tombouctou et elle a obtenu de la communauté internationale la création d'un fonds spécial destiné à sauvegarder les autres sites et à restaurer ceux déjà détruits. Madame Diallo Fadima Touré précise que ces crimes odieux ne resteront pas impunis. Elle parle aussi de la saisie par le Mali de la Cour pénale internationale. Écoutons-la au téléphone. Elle est interrogée par Boubacar Touré. C'était la grande désolation. Les gens n'avaient pas de mots pour décrire ce qu'ils entendaient et ce qu'ils voyaient sur le net. Nous pouvons maintenant jouer avec les instruments de l'UNESCO qui incriminent tous ces actes-là qui sont commis par des gens barbares sans nom, et ça peut permettre au gouvernement malien également d'aller au niveau de la Cour pénale internationale pour poursuivre les auteurs et les faire subir les peines qu'ils méritent. Également, c'est un chemin aussi qui permet de mobiliser des fonds pour protéger les autres et en vue, même après destruction, essayer de reconstituer. Qu'attendez-vous concrètement de la communauté internationale? Oui, la communauté internationale a manifesté extraordinairement sa solidarité vis-à-vis du Mali et c'était très émouvant. Ban Ki-moon nous a envoyé un message très très réconfortant. Ça a été lu sur les tribunes. C'est un message qui condamne ce qui s'est passé et qui invite la communauté internationale à aider le Mali à sortir de la crise actuelle. D'autre part, au niveau de l'UNESCO, l'Afrique du Sud a eu à initier un texte qui est passé devant le Conseil de l'UNESCO et les membres du comité en réunion ont demandé à la directrice de l'UNESCO de mettre en place un fonds d'urgence destiné au Mali pour l'aider toujours dans cette situation de crise, à faire face aux destructions.
Je signale aussi que du point de vue bilatéral, il y a beaucoup de pays qui se sont manifestés à notre égard et qui ont demandé à ce qu'on se rencontre pour voir comment on peut avoir une coopération bilatérale également. Ils veulent tous également contribuer au niveau du fonds spécial qui va être mis en place. Également, ils ont été unanimes à soutenir les actions entreprises par le Mali également, parce qu'on est rentré dans le processus de saisine de la Cour pénale pour faire appel à la Cour pénale internationale. Il y a lieu de réunir un certain nombre de documentation et le gouvernement est en train de réunir cela et avec une commission qui a été mise en place, je pense que ça ne saurait tarder. Cette demande va rentrer au niveau de la Cour pénale internationale. Et toujours suite à la destruction des mausolées de Tombouctou, les leaders spirituels musulmans du Mali disent assister impuissamment et avec beaucoup de tristesse à ces actes odieux de groupes d'islamistes salafistes dont ils condamnent les actes. Écoutons le porte-parole des leaders spirituels musulmans du Mali, Adama Kane. Il est au micro de Ibrahima Traoré. Ce qui se passe à Tombouctou, qui on peut citer comme le berceau de la spiritualité au Mali concernant la religion musulmane, indigne tous ces leaders impuissamment qui assistent à la destruction des mausolées érigés sur les tombeaux des pieux qui nous ont précédés dans la piété et qui n'ont fait que défendre la cause sur cette terre-là. Et nous assistons à la destruction de ces mausolées par des personnes prétendument agies au nom de l'islam, que nous ne connaissons pas et qui est vraiment désolant. Ces actes doivent être condamnés par tout bon musulman, toute personne aspirant à la piété. Notre présence aujourd'hui, c'est pour exprimer notre désapprobation de ces actes, notre désolation, notre tristesse à l'opinion malienne, à nos concitoyens, à nos coreligionnaires, à tous ceux qui, même non musulmans, reconnaissent la valeur humaine et à l'opinion internationale. Nous sommes désolés, nous sommes épris de cœur par la tristesse de ces actes qui se passent dans une ville qui fait la fierté internationale et qui est le repère de la religion spirituelle musulmane au Mali. Voilà, c'était là Adama Kane, le porte-parole des leaders spirituels musulmans du Mali. Conférence de presse du ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales hier après-midi dans le cadre de la tenue des examens. C'était pour informer les journalistes sur les calendriers des examens et les efforts déployés pour la prise en compte des élèves déplacés venus des régions du nord du Mali. Conférence suivie par Mahamadou Doumbia. Les dates des examens de fin d'année sont déjà connues, mais puisque cette année est une année spéciale au regard de la situation d'occupation de notre pays par des bandits armés, il était du devoir du ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales d'informer la presse sur les efforts enclenchés pour la prise en charge des élèves déplacés, les cours de rattrapage, la session spéciale d'octobre 2012 et les dates spécifiques des examens, ainsi que suit. Le CAP ce 2 juillet 2012, le DF le 4 juillet, le baccalauréat le 10 juillet, le brevet de technicien le 16 juillet et les instituts de formation de maîtres du 18 au 23 juillet 2012. Des dispositions ont été prises pour essayer de répondre à la demande spécifique des populations déplacées. Et là, il faut saluer l'élan de fraternité, de sympathie, d'engagement de l'ensemble de la population malienne, des couches socio-professionnelles, aussi de nos partenaires. À ce jour, il a été recensé 6 895 élèves déplacés, dont 2138 candidats au DF et environ 2074 élèves maîtres recensés et redéployés. Au cours des examens, quelles dispositions ont été prises contre les fraudeurs? L'organisation de la session spéciale, y aura-t-il des faveurs pour faciliter les épreuves au profit des élèves déplacés? Sont autant de questions posées par les journalistes. Nous ne ferons pas de cadeaux et je crois que ce n'est pas dans l'intérêt des enfants et encore moins dans l'intérêt de notre pays que de continuer à permettre à des gens qui n'ont pas le niveau de passer à des examens pour aller à des niveaux supérieurs. Pour la prise en charge des élèves déplacés, en plus des écoles publiques, les privés aussi ont apporté leur soutien sans oublier l'appui des ONG ou autres associations afin que parmi les élèves déplacés, personne ne soit laissé pour compte.
Remise de dons de l'association Oui pour une enfance noble Open Mali aux enfants du village SOS de Sanankoroba. Des vêtements et autres objets divers ont été offerts au cours d'une journée de partage avec les enfants et personnels du village. Au-delà des cadeaux symboliques, c'était aussi l'occasion pour les jeunes de l'association Open Mali de découvrir les conditions de vie de ces enfants orphelins ou de parents démunis. Fademba Keïta. Un geste symbolique soit-il envers une personne en situation difficile est toujours un plus pour le bénéficiaire, surtout quand il s'agit d'orphelins ou enfants de parents démunis. C'est dans ce contexte que se situe la remise de ces 60 kg de vêtements, chaussures et jouets divers au village d'enfants SOS de Sanankoroba. Cette action humanitaire qui est à sa 5e édition appuie le programme de renforcement de la famille initié par le gouvernement malien en janvier 2006. Chaque année, nous venons avec plus d'une centaine de jeunes qui viennent découvrir les réalités du village SOS, qui viennent passer une journée entière avec les enfants en situation difficile qui vivent ici sur le site. Et en même temps, nous en profitons pour leur amener des aides. Appelé Ntibougou, le village SOS d'enfants de Sanankoroba, premier village SOS du Mali, créé en 1987, compte actuellement 150 enfants repartis dans 15 maisons familiales. Open Mali, comme vous le savez, œuvre aussi pour l'épanouissement de l'enfance. Ainsi, dans le cadre de notre partenariat, ils appuient le village d'enfants SOS en vêtements, en jouets et souvent en médicaments, qui sont vraiment des produits indispensables pour la prise en charge correcte des enfants en situation difficile dont nous avons la responsabilité. Était aussi de la fête, les enfants SOS de Sakina et les 70 enfants placés de Mopti. Signalons que de la création des villages SOS d'enfants à nos jours, 123 jeunes SOS sont devenus autonomes, dont 112 de Sanankoroba. 80 ont un emploi fixe et 42 jeunes se sont mariés. Sport football, c'est fait. Le Djoliba AC a battu hier après-midi le club africain de Tunis par 2-0. C'était au stade Modibo Keïta. C'était dans le cadre des compétitions africaines de clubs en match aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Abdul Karim Kaba nous en parle. Le Djoliba AC, premier du championnat national de Ligue 1 après 23 journées disputées, a montré de belles combinaisons, de mouvements d'ensemble et d'envie de porter le ballon vers l'avant dans cette rencontre de tour de cadrage de la Coupe de la Confédération face au club africain de Tunis. Cette entame des Rouges se concrétise par 2 buts en première période. D'abord, à la 5e minute, sur un débordement à droite de Maman Sissé, Idrissa Namalaïko Traoré reprend le ballon repoussé par les gardiens tunisiens. Après ce but matinal, le club africain prend les commandes du jeu et obtient successivement des corners. 38e minute, Ali Rango, meilleur gardien du championnat malien, pour le moment après 10 matchs sans défaite à son actif, sort de sa cage pour sauver l'équipe de Hermakono. La tête de Javier Abouta oblige Atef Dikli à la 41e minute de jeu à sortir le grand jeu. À 2 minutes de la mi-temps, une main du capitaine du club tunisien, Bilal Elifa, permet à Djoliba d'obtenir un penalty. 2-0 pour le Djoliba AC, résultat au terme des 45 premières minutes. En seconde période, presque le même scénario. Et cette fois-ci, les clubistes ont travaillé pour limiter les dégâts. N'eût été le manque de concentration, le score aurait pu être plus grave que 2-0, moisson finale pour le Djoliba AC. C'était un match difficile de Coupe d'Afrique. Les gens étaient un peu critiqués en début de match. Mais quand même, nous avons eu la chance de scorer très vite. Ça nous a donné la confiance. Ensuite, il y a eu un deuxième but qui a quand même nous a conforté dans notre option de jeu. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait une très bonne première temps. Les jeunes ont quand même pu garder le ballon. On a eu la maîtrise du ballon, mais on a eu quelques occasions qu'on n'a pas pu quand même concrétiser. Mais je pense qu'en marquant 2 buts en Coupe d'Afrique sans encaisser, c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui. Tout est possible. Maintenant, il faudra trouver une autre mentalité, un autre état d'esprit et savoir que la Coupe d'Afrique, c'est pas la cour de récréation. Avec ce score de 2-0, le Djoliba AC a pris une sérieuse option sur la qualification pour la phase des poules de la Coupe de la Confédération. Le retour est prévu dans 2 semaines en Tunisie.
Félicitations Rouge de Bamako. Un mot de santé avec la chronique qui est allée voir du côté des ophtalmologues. Tchessila Dambile nous parle aujourd'hui d'une inflammation rare qui peut conduire à la perte de l'acuité visuelle. En ophtalmologie, l'uvéite désigne une inflammation de tout ou d'une partie de la zone pigmentée de l'œil. Selon la localisation de cette inflammation, on parle d'uvéite antérieure, intermédiaire ou postérieure. L'inflammation qui touche la totalité de l'UV est appelée uvéite diffuse ou panuvéite. Avec un champ vaste de groupes cibles, les causes de cette maladie sont très diverses. Les gens, par exemple, qui ont eu une chirurgie au niveau de l'œil, sont susceptibles de faire de l'uvéite. Quelqu'un qui a eu un décollement ancien de la rétine peut faire une uvéite. Quelqu'un qui a une tumeur dans l'œil peut faire une uvéite, ou un corps étranger dans l'œil. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, un soudeur dont le morceau de fer passe dans l'œil peut faire une uvéite. Quelqu'un qui fait une sinusite maltraité peut faire une uvéite. Quelqu'un qui a des problèmes dentaires peut faire une uvéite. Un œil qui est malade, mal soigné, peut contaminer l'œil contralatéral, qu'on appelle ça ophtalmie sympathique. Mais ça, c'est très rare. Quelqu'un qui a la tuberculose peut faire l'uvéite. Quelqu'un qui a le syphilis peut faire l'uvéite. Quelqu'un qui a toxoplasmose, la brucellose. Donc, il y a tout un ensemble de maladies. Quand on fait, peut amener l'uvéite. Quelqu'un qui fait le diabète est susceptible de faire l'uvéite. Les rhumatismes, la sarcoïdose, la maladie de B7 peuvent aussi être la cause de cette maladie oculaire. L'uvéite est une maladie rare, pourtant 20 à 25 cas pour 100 000 personnes, ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit d'une affection bénigne, et les récidives sont très fréquentes. L'uvéite bien traitée, c'est-à-dire que guérit favorablement sans séquelles. Mais les récidives sont très fréquentes. Maintenant, les complications mal traitées, pas à temps, nous pouvons aboutir à beaucoup de complications, comme déjà une cataracte, un décollement de la rétine, un glaucome hypertonique néovasculaire au niveau de l'œil. Donc ça, ce sont les complications. On peut avoir une atrophie du nerf optique. On peut amener même à une phtise au niveau de l'œil. C'est-à-dire que l'œil va carrément fondre totalement. Donc c'est la perte totale de l'œil. 30 à 51% des cas d'uvéite n'ont pas de cause connue. C'est un ensemble de malaises qui pousse le malade à consulter le spécialiste. Le plus souvent, c'est quelqu'un qui a un œil rouge, donc avec tout autour du blanc de l'œil qui est très rouge, avec une douleur, avec un blépharospasme et puis des larmoiements. Et puis souvent accompagné d'une baisse de l'acuité visuelle. Les spécialistes estiment que l'uvéite est une maladie complexe. Des problèmes dentaires ou urinaires peuvent affecter l'œil. Pour diagnostiquer et traiter cette affection, il faut une complicité entre l'ophtalmologie, l'ORL et l'odontostomatologie. Voilà, cette édition est terminée. Ce soir, 18h-20h, vous serez avec Dey Sissoko. Merci de votre aimable attention. Et grand merci aux populations du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec vous. On ne vous oublie pas. Bon appétit et à demain.